Bonjour à vous. Je vais tout de suite revenir sur un post que j'ai mis sur Facebook, puis sur VK et Telegram, qui est aussi paru sur Twitter, au sujet de mon point de vue, disons, sur Musk, Poutine, Trump, qui a fait beaucoup réagir. Et puis, je me disais qu'on a le droit et le devoir de partager nos points de vue, puis que c'est comme ça que chacun peut se faire une meilleure idée de la situation. Il y a quelqu'un, un de mes amis, qui réagissait en disant, ben, t'as pas à te prononcer sur la politique. C'est un peu comme me dire, t'as pas à te prononcer sur la guerre qui a lieu. Puis pourtant, la guerre, on la vit tous. Puis en ce moment, on voit bien que cette crise, elle touche tous les aspects de notre vie. La politique en fait partie, l'économie, la santé, évidemment, l'éducation, l'histoire, etc. J'ai lu à quelque part une phrase qui me faisait penser à ce qu'on vit en ce moment quand je voyais la réaction de certaines personnes. Quand je disais que Trump ou Poutine ou Musk faisaient partie du show, eux aussi. Et cette phrase, c'était parfois l'espoir prend le dessus sur la logique. On est tous en évolution. Il y a pour tous, il y a des choses qu'on croit à un certain moment. Puis on finit par reconnaître qu'on a peut-être eu tort de croire ça. Je suis en évolution moi aussi, puis peut-être que je me trompe en pensant que ceux qui sont considérés comme étant du côté du peuple, ceux qui disent les choses que vous voulez entendre en ce moment, des choses en lien avec une étape du plan qui est déjà passé, ou est-ce qu'on est prêt à justement passer à autre chose? Donc, j'ai une opinion sur ces gens-là. Je crois que c'est une stratégie assez créative pour rester dans la salle de spectacle. C'est, c'est l'expression que j'utilise tout le temps avec cette idée-là que c'est comme si on est assis sur notre siège à regarder un spectacle qui est médiocre en attente qu'il se passe quelque chose. Et on a donc l'espoir qu'il se passe quelque chose qui viendra de l'extérieur. C'est pas parce qu'on pense que ce sont des sauveurs, je sais très bien, mais on est encore dans la position relativement passive dans laquelle on nous a mis depuis si longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on sort de la salle de spectacle? Alors, je pense que plusieurs d'entre vous êtes sortis de la salle de spectacle et vous intéressez plus au show. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, peut-être qu'à ce moment-là, on peut commencer à s'intéresser à autre chose. On peut aussi être en lien avec la réalité d'une autre façon. On peut l'observer, utiliser notre logique, essayer de se souvenir, de se rappeler de certaines informations. C'est de voir les choses un peu comme des patterns qui se répètent. Et puis, il y a quelqu'un qui a utilisé le terme discernement en disant que le discernement, ça allait être quelque chose comme ça, ce sera l'outil des années qu'on traverse où il y a une tonne d'informations qui ont pour effet de nous mettre dans la confusion. J'ai écouté le film La très grande réinitialisation. Je vous l'ai mis en lien dans la liste de la description de cette présente vidéo. Alors, pour résumer, c'est un film qui fait le lien entre ce qui est annoncé dans la Bible et puis ce qui se passe en ce moment, puis parle, entre autres aussi, surtout à la fin, du fait que les nanoparticules s'auto-organisent dans notre corps. Ben, je ne vous en dis pas plus, ça vous intéresse, vous l'écouterez, mais ça me faisait réaliser comment il y a des acteurs de ce show-là qui continuent d'insister sur la vaccination, même si, euh, de toute évidence, il y a des effets secondaires graves liés à la vaccination. Puis je me disais, c'est drôle, hein, comment
lorsqu'on développe un produit, on est habituellement fier de ce produit, puis on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ça des compagnies qui ont produit les 10 vaccins. Cette fierté, ce désir de bien nous faire comprendre comment ça fonctionne et ce que ça contient. Alors, il y a une insistance à aller vers la vaccination, même si c'est pas logique, c'est insensé et c'est même dangereux. Alors, je continue de penser, mais cette pensée-là ou cette idée-là, elle se confirme plus ça va que ces gens-là qui sont des politiciens, par exemple, ou des gens des médias, ou des acteurs, ou des artistes, peu importe, des chefs d'entreprise, je crois qu'ils sont sous influence. Euh, toutes sortes d'influences qu'on peut subir. Et quand je dis ça, c'est que je les écoute, je les observe, et puis ils me semblent sincères, ils me semblent croire à ce qu'ils disent, comme s'ils n'avaient pas accès à la vérité, à ces informations qu'on connaît, ce qui est impossible. C'est-à-dire que des gens qui sont dans une position d'autorité, d'influence de la population devraient avoir accès à encore plus d'informations qu'on en a même. Alors, imaginons qu'ils sont sous influence. Imaginons que si les médias ont réussi à mettre sous hypnose la population, et on peut penser que ces gens-là qui se prononcent, ben, ils ont la même influence et ils sont probablement coachés. Donc, ils reçoivent ou ils subissent cette manipulation mentale de façon plus étroite, avec des coachs qui les suivent, des gens qui sont infiltrés, ils sont là pour orienter leur discours. Vous avez vu Céline Dion qui s'est exprimée, qui a changé radicalement. Euh, Vous avez peut-être entendu ou vu le pape se prononcer pour la vaccination. Puis, bon, les politiciens. C'est clair, là, que le changement auquel on assiste, c'est une question de logique. Il n'y a pas une transformation qui peut être faite comme ça, de la personnalité, des valeurs, des idées, sans qu'il y ait eu une influence. Donc, ça donne l'impression qu'on est dans un asile de fous et qu'il y a eu un exercice de mind control. Puis, je ne sais pas si vous avez mon âge et que vous connaissez la chanson Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Je l'ai mis aussi en lien dans la description. We don't need no education. Puis qui parle de ce mind control. Donc, ça date d'assez longtemps. C'est donc pas nouveau ce qu'on vit en ce moment, mais c'est exacerbé et ça devient plus évident pour un plus grand nombre, ce qui est quand même encourageant. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait dans un asile de fous. Et une des premières choses que j'ai suggérées, c'est de briser notre isolement pour comprendre qu'on n'est pas fou, qu'on est normaux, qu'on peut continuer à croire au bon sens. Donc, se relier avec des gens qui vont nous donner cette confiance dont on a besoin pour continuer à tenir le coup. J'ai eu une idée folle cette semaine. Je me suis imaginé que comme il fonctionnait, quand je dis il, c'est-à-dire tout ce système-là qui est mis en place pour nous faire croire qu'il y a eu une pandémie, puis que maintenant il y a une crise énergétique, la guerre, qu'il faudra une grande réinitialisation. Bon, ces gens-là, ils ont utilisé ce qu'on a appelé l'infiltration dans la société. Donc, des gens qui sont mis en place pour influencer les personnages publics qui nous influencent à leur tour. Je me suis dit, tiens, on s'est tenu à l'écart parce que, bon, on était tanné de se faire accuser de complotistes. Et puis, ben, on s'est retrouvé avec des gens qui nous ont fait du bien. Mais peut-être qu'on pourrait penser, nous aussi, à infiltrer. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? Infiltrer, c'est de d'être en lien avec des gens qui ne pensent pas comme nous, pour essayer de les comprendre, pour peut-être essayer même de les accompagner.
dans leur réflexion. Donc, l'idée, c'est pas de les convaincre, c'est pas de, de tirer dessus, c'est pas de les provoquer, rien de ça, mais c'est d'observer ce qui se passe pour eux, comment ça fonctionne dans leur cerveau, comment ça fonctionne dans leur vie, d'essayer de les comprendre, puis de les accompagner. Puis je parlais de cette idée-là à Jean-Luc, qui est une personne que j'ai côtoyée à l'occasion d'un marché de Noël, dont je vous parlerai là, tout de suite après, qui avait pensé à ça. Il disait, c'est pas une révolution que ça prend, c'est une insurrection. Puis il faisait référence au feu par rapport à l'eau. Puis il disait que le feu, ben, ça peut être éteint, mais l'eau, l'eau, ça peut s'infiltrer, justement. Alors, quoi faire pour continuer? Ben, ce qu'on fait déjà, tout ce qu'on fait déjà. Donc, le marché de Noël dont je vous parlais, il y en a plusieurs ici en France. C'est une occasion de rassemblement pour les gens qui habitent dans un quartier, dans une ville, dans une région. Et puis, ben, ils s'échangent des biens. Dans ce cas-là, c'est des biens qui sont payables avec la monnaie libre ou encore avec la june qui est populaire. Et puis, à cette occasion, il y a aussi des événements, donc il y a des conférences. Puis j'ai visionné un film qui s'appelle La monnaie miraculeuse, qui est disponible sur YouTube, je vous l'ai mis. C'est super intéressant parce que ça permet de comprendre comment, par exemple, un petit village a réussi à s'en sortir lors d'une crise économique à l'aide de monnaie libre, c'est-à-dire de coupons qui correspondaient à des heures de travail. Et comment aussi le dogme des banquiers, je pense que ce qui était dit, même c'est le monopole des banquiers a arrêté tout ça et a accusé ces gens-là. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est en lien avec ce qu'on vit présentement. Et quand je dis c'est déjà là, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ce changement qu'on souhaite, il a lieu en ce moment. Puis lors du marché de Noël, j'ai discuté aussi avec des gens qui me racontaient qu'ils étaient des spécialistes des plantes. Vous allez voir, je vais faire le lien avec les gens, là, avec nous les humains par après. Mais ils nous expliquaient qu'il y a des plantes qui poussent à des endroits qui nous indiquent que la terre, elle est toxique et qui sont là pour digérer cette toxicité. Et qu'il y a des plantes qui s'installent à des endroits tout près, par exemple, de notre porte d'entrée de la maison, et que ce sont des plantes dont on aurait besoin. Ah, c'est les mystères de la nature qui se cachent derrière ces connaissances relatives aux plantes. Alors, quand je dis que ça a déjà lieu, c'est qu'il y a des mystères, il y a la magie de la vie, il y a toutes les ressources de la nature qu'on peut utiliser, qu'on peut redécouvrir. Et puis, il y a aussi des initiatives humaines. Et vous allez voir comment ce que je crois dans notre espoir du changement, ça dépend d'où on regarde, de ce sur quoi on porte notre attention. Alors, voyez les nouvelles que j'ai vues passer ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces parents qui voulaient du sang de personnes non vaccinées pour une opération que devait subir leur bébé. Et c'est en Nouvelle-Zélande que ça se passe. Ils se sont fait enlever leur bébé jusqu'à la date de l'opération, qui n'avait pas eu lieu encore. Mais ce qu'on a su par après, c'est que le personnel de l'hôpital où se faisait opérer le bébé a réussi à recueillir du sang de personnes non vaccinées. J'ai entendu aussi cette infirmière qui avait été accusée de donner de l'eau salée plutôt que des injections du dit vaccin et qui avait été accusée. Eh bien, il paraît qu'elle est libre, cette personne, maintenant. J'ai vu passer chez nous au Québec Marie-Josée Noël, qui travaille pour Revenu Québec, qui a vu une erreur qui était défavorable à un Québécois, en tout cas dans une situation reliée à la population québécoise, et qui l'a dénoncé auprès de ses supérieurs et qui a été licencié et qui continue de se battre pour défendre les intérêts de la population.
Et je pense, pour terminer, dans un domaine tout à fait différent, à Marc-Alain Lavoie, qui m'a envoyé une information au sujet d'un colloque qu'il organise sur l'énergie libre, qui s'adresse à des génies intéressés à cette technologie. Alors, je ne vous en dis pas plus sur le colloque de Marc-Alain parce qu'il me dit que c'est par invitation, c'est privé, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui, tôt ou tard, vont nous partager leurs connaissances. Donc, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui parlait de discernement par rapport à la tonne d'informations qu'on reçoit et qui nous rend confus. Et j'ai envie de dire que ce sur quoi va reposer les prochains mois, les prochaines années, c'est aussi sur la confiance. La confiance en nous-mêmes, en chacun de nous, la confiance entre nous. Lorsqu'on évite d'être en conflit pour une question d'opinion, par exemple. Et puis, plutôt qu'on se dit, ben, ce que l'autre pense peut nous aider à voir les choses autrement. Tout simplement. Puis on peut continuer d'évoluer puis d'avancer ensemble. Et en pensant à cette confiance, il me venait en tête l'idée que lorsque je travaillais comme psychologue, il arrivait souvent des gens à mon bureau en se plaignant d'une situation qu'ils vivaient et même parfois de traits de leur personnalité qu'ils voulaient changer. Ils s'en plaignaient beaucoup. Et quand ils m'en parlaient, on finissait toujours par comprendre que ce sur quoi ils se plaignaient, ça avait déjà commencé à changer. Alors, c'est un peu ça qu'on peut affirmer maintenant, ce qu'on voit maintenant qui nous apparaît comme évident, cette arnaque, ces absurdités, tout ce qui est malsain en ce moment en termes de décisions prises par les gouvernements, ben, on commence à le voir de mieux en mieux, puis en même temps, ça commence à changer de plus en plus. Et comme je vous le disais, ça dépend vraiment d'où on regarde, d'où est-ce qu'on porte notre attention. Et je peux supposer que quand on reste dans la salle de spectacle, on peut aussi vivre encore beaucoup de peur, d'inquiétude, de colère, de tristesse. Et que l'un des avantages de sortir de la salle de spectacle, puis entre autres d'arrêter de s'intéresser aussi intensément à la tonne d'informations qui circulent, c'est de vivre une certaine sérénité, une distance par rapport à ces informations, puis de s'intéresser davantage à ce qui va bien, ce qui est commencé déjà en termes de transformation. Alors, je vais terminer en revenant, encore une fois, sur des aspects politiques de la crise, revenir sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur la Chine et puis sur tout ce qui se passe dans ces pays-là. Et je dirais que probablement que l'appauvrissement qui vient avec ces crises, l'appauvrissement économique, l'endettement et ce qu'on pourrait considérer être un génocide, c'est ce qui nous mène à un effondrement. Puis là, je reviens avec cette idée-là que cet effondrement-là, il est initié par des banquiers à cause de cette idée que on leur devra tellement d'argent suite à la dite pandémie qu'il faudra faire un reset économique. Mais cet effondrement, ça pourrait nous apparaître comme la solution pour qu'on sorte de la salle de spectacle, puis qu'on change tout, qu'on change notre façon de voir les choses, la réalité, de concevoir la société, sur quoi elle repose, sur l'argent, sur l'entraide, sur le temps de travail, sur l'équité, l'équité dans le sens de, il n'y a pas raison à ce que, il y a pas de raison à ce que des gens soient plus fortunés que d'autres, ou surtout que certaines personnes possèdent les ressources dont on a besoin pour survivre. Donc, l'effondrement, qui est une souffrance parce que ça nous sort de nos habitudes, l'effondrement est nécessaire pour qu'on redécouvre un lien plus direct avec ce qui nous permet de survivre.
puis qu'on sorte de cette mainmise sur les ressources, puis qu'on redécouvre, une manière d'échanger notre temps de travail pour des biens, peut-être avec des instruments, des symboles qui sont une nouvelle monnaie. Alors, je pense que le plus difficile, c'est d'accepter de sortir de nos habitudes, puis d'avoir la confiance que après ça, on va retrouver un nouvel équilibre. Évidemment que on va s'en sortir. Évidemment que l'humain est assez créatif qu'il va trouver un moyen de survivre, puis d'aider les autres à survivre aussi. C'est un grand défi pour nous d'en arriver à croire à ça. Alors, c'est là-dessus que je voulais vous parler aujourd'hui dans ma vidéo. Merci d'être là, merci de continuer à tenir le coup. Merci de relever les défis reliés à cette ouverture d'esprit que ça nous prend pour sortir d'un système dans lequel on vit depuis toujours. Et puis à bientôt.